Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre tribune réservée donc au décryptage de la semaine avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Vous le savez, nous allons, ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien l'actualité. Il s'agit donc de ce coup de force en Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya, désormais le nouvel homme fort de ce pays. L'alliance populaire s'observe un peu partout. L'Union africaine condamne. On parlera de tout ceci avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican, sans oublier les nouvelles du pays, c'est-à-dire on parlera donc de la COVID-19 avec les mesures urgentes du gouvernement et d'autres sujets afférents. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Romiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs et toutes nos excuses pour le temps pris, le temps qu'on a pris parce que quelques difficultés techniques, il faut bien le leur dire. Voilà. Merci de garder la ligne, de garder le câble et donc merci de nous suivre. Voilà. Agapit Napoléon Maforican, on croyait que c'était fini après ce que nous avons observé au Mali, puis justement au Tchad. C'est vrai que ce n'est pas la même situation, mais Agapit Napoléon Maforican, on croyait que justement on avait fini un peu avec les coups de force. Je pense qu'on a fini avec les logiques de 90, un peu une sorte donc d'euphorie, à mon avis un peu démesurée, une sorte donc d'illusion démocratique et qui s'éteint progressivement. Alors, on peut s'en désoler, on peut sérieusement s'en désoler, mais les causes produisant les effets, nous n'avons pas. On dit le séjour dans l'eau du tronc d'arbre ne le transforme pas en crocodile. Et on dit chasser le naturel et revient au galop. Donc, il y a un certain nombre quand même d'adages qui reviennent aujourd'hui et qui montrent qu'il ne s'agit pas de décréter un système, il s'agit donc d'aller vers, à travers une évolution normale, donc de l'histoire des peuples, des situations. Moi, je ne me désole pas, je me désole de ce qui se passe, mais je ne suis pas vraiment surpris. Dès lors que on a imposé ce système de la démocratie, on a cru qu'il faut faire du copier-coller entre le monopole, entre l'ancienne métropole, entre les pays occidentaux et les capitales africaines, en tout cas, notamment francophones, dès lors qu'on a compris que c'est une affaire de copier-coller, ou bien c'est une sorte d'effet de mode, où subitement on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de développement sans démocratie, démocratie s'entendant démocratie libérale, ça pose un problème donc du choix et de l'évolution de la culturelle, donc de l'évolution politique, selon la culture et l'environnement d'un peuple. Et ça pose le problème que quand même dans le monde entier, on n'a pas que les mêmes systèmes. Il n'y a pas que la démocratie libérale qui gouverne tout le monde entier. Il y a des systèmes différents. Donc, on n'a pas mis l'accent sur l'impératif de gouvernance axée sur des résultats, mais on a mis l'accent sur une illusion démocratique avec des formules. Et donc, dès que les gens ont trouvé la faille, ils se sont engouffrés. C'est-à-dire la faille donc, de la manipulation des constitutions et du maintien au pouvoir. Donc, à partir du moment où un parlement maintient quelqu'un est voté, on dit nouvelle république, le gars a compris qu'il peut se maintenir au pouvoir en disant que bon voilà, on a annulé l'ancien, on est dans une nouvelle république. Donc du coup, on revient. Et cela favorise donc. On revient aux anciens systèmes. C'est ça qui est un peu la cause de ces retours en arrière que nous constatons depuis quand même une bonne décennie et qui s'exacerbent ces dernières années. Mais ce qu'on observe quand même en Guinée aujourd'hui, Agapit Napoléon Maforican, est-ce à dire, quand on vous suit un peu, est-ce à dire que c'est le mandat de trop qui provoque aujourd'hui ce que nous observons? Tout comme au Mali. La malgouvernance, la mauvaise gestion de politique, la mauvaise gestion donc des institutions, la manipulation des textes, l'accaparement des institutions. Vous savez, donc, quand vous êtes comme ça, quand vous gouvernez comme votre classe politique, vous ne pouvez pas vous assurer, surtout quand vous n'avez pas les institutions, disons, vous ne les respectez pas. Quand vous ne les respectez pas, vous pouvez les avoir en main. La politique, c'est un système comme je vous dis, de rapport de force. Donc, si les jeux des institutions, vous faites que vous contrôlez normalement ces structures, c'est pas un problème. Mais chacun n'a qu'à jouer son rôle. Mais dans le cas d'espèce, c'est qu'à partir du moment où la contestation, même dans votre propre camp, devient évidente, vous devez tirer les leçons.
Le Mali n'a pas tiré, Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas tiré les leçons qu'il fallait tirer. Et son prédécesseur, Amadi Toumani Touré, ne l'avait pas fait. Il y a une tension au Mali, il y a le pays en crise, il y a une rébellion, le pays est divisé. Et on a eu ce qu'on avait eu avec Alassane Sanogo. Et après, maintenant, avec le président, comment il s'appelle déjà, le chef de la junte malienne, Goïta, vous voulez dire? oui, voilà, le président Goïta. En Guinée, c'est la même chose. Le troisième mandat du Poisson Alpha Condé. Une figure emblématique de l'opposition africaine. Il voyait au pouvoir et il fait tout ce qu'il a dénoncé. Et ce mandat de décembre 2020... Bon, ça ne devrait pas étonner quand même Agapit Napoléon Maforik. Pour des observateurs, on sait que quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous savez bien, voilà, vous êtes un bon joueur. Mais quand vous êtes dans l'exercice du pouvoir, vous faites face aux réalités du pouvoir et vous devenez autre chose carrément. Non, il y a pas une lisibilité dans la posture. Non, quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous n'êtes pas bon joueur, vous ne jouez pas. Vous êtes un bon critique. Vous avez la rhétorique facile, la critique facile. Et une fois venu, vous copiez un peu, coller l'autre, et puis bon, vous continuez, et vous faites pire parfois. Certains. On a trouvé quand même des présidents. Le président Hamadou, Mamadou Issifou, c'est ça, le président du Niger. Du Niger. On ne peut pas, le président Olusegun Obasanjo est passé au Nigeria. Il y a beaucoup de présidents, les Ghanéens. Donc on ne peut pas généraliser. Mais il se fait que, surtout dans notre système francophone, il y a beaucoup d'opposants qui ont déçu une fois ils prennent le pouvoir. En tout cas, en Guinée, puisque c'est de là que nous parlons aujourd'hui, la Guinée a été un pays meurtri pendant tellement longtemps. Moi ce pays, je n'arrive pas à comprendre. Moi, dès que le président Condé a demandé une transition, a commencé, moi je dis, mais c'est quand même un problème. Parce que déjà, ces élections, les précédentes élections qui l'ont amené ont été poussives. Donc, il est bizarre qu'il n'arrive pas à tirer les conséquences des situations antérieures et après avoir fini son second mandat, de quitter joyeusement le pouvoir. Avec le poids de l'âge, il n'arrivait plus, il est presque sénile. Donc, on ne peut pas faire bâtir l'avenir avec un tel homme d'État qui déjà a terminé ce que normalement il devait faire et qui se maintient au pouvoir par la manipulation. Ce n'est pas logique. Bon, est-ce que la politique, ce n'est pas la manipulation aussi? Non, je pense qu'il faut... C'est pour ça que je dis, il faudrait que ce système découle de l'évolution des pays avec leur histoire et leur évolution normale. Et donc il faut contextualiser. C'est toujours ma logique. Parce que la Guinée a une histoire. La Guinée de Sékou Touré a une histoire. Et donc, à partir du moment où Sékou Touré est mort, en 83, et pendant ces océans, à peine terminé, une junte prend le pouvoir, avec Lansana Conté. Alors, l'arrivée de Lansana Conté n'a pas permis de mettre en place un nouveau système réel. Lansana Conté a refait le pouvoir à sa manière et est rentré dans la dynamique de l'époque du parti unique, a créé un mouvement politique, est rentré, s'est fait élire, et puis on est allé dans cette logique. Mais quelles sont les aspirations réelles du peuple guinéen? Voilà la question. Il faut se poser cette question autour de dialogues politiques qui permettent à la Guinée de savoir où elle va. Les Guinéens ne sont jamais réglé cette question-là. Et les élections, le mandat de Lansana Conté s'est terminé de manière quand même avec une pagaille au sommet, carrément. Et on en est arrivé donc avec le putsch donc de Dadis Camara, qui lui-même a perdu le pouvoir, et ainsi de suite. Et on en est arrivé à là où on est aujourd'hui. Ça ne peut pas, c'est pas normal. Je pense que l'Afrique ne peut pas offrir une telle image et les pays africains leur offrir une telle image et aspirer au développement. Mais beaucoup pensent, Agapit Napoléon Maforik, beaucoup pensent que les hommes politiques de nos États sont manipulés par justement la métropole. Non, il n'y a aucune manipulation. Les gens ont la jouissance du pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois parvenus au pouvoir, ils n'arrivent pas à comprendre que le pouvoir est service et il faut finir avec. Vous faites le temps comme dit Mathieu Kérékou, on a dit que c'est 5 ans. Vous faites ça, Dieu merci. On a dit que vous pouvez renouveler encore 5 ans. Dieu merci. Et puis après, basta.
Et puis basta. Je ne comprends pas pourquoi on doit s'éterniser. Il n'y a pas que une seule personne qui soit si intelligente. Maintenant, si le système lui-même est comme ça, les mandats renouvelables sans limite, moi, je n'ai pas de position dogmatique. Mais il faudrait le faire très tôt et ne pas toucher au fil des années à ça. Il y a des pays qui n'ont pas limité. Et ils font leur démocratie à leur manière. Les peuples acceptent. Moi, je suis pas d'accord qu'on appelle leur président les dictateurs. Parce que c'est leur système. Mais les systèmes dans lesquels on a limité le mandat, il faudrait respecter également. Il ne faut pas que quand un homme arrive, quand il a fini un mandat renouvelé une fois, qu'on dit, bon voilà, il doit se maintenir. Non, il faudrait que ça découle d'une logique politique interne. Et que ça ne fasse pas sortir les populations. Et que l'idée qui sous-tend de telles situations soit une idée de développement. Or ici, quand vous avez un homme de cet âge, qui s'entoure donc de gens qui lui sont assujettis, de ses affidés, comment voulez-vous qu'il soit clairvoyant pour continuer, pour travailler pour le peuple? Vous avez vu une image quand même de chef d'État loufoque qui est passé dans les rues et qui demande aux gens de rentrer chez eux et de prendre du mentholatum et de mettre ça dans les narines. Alors vous, en plein Covid-19, voilà ce que le président lui propose. Mais c'est pathétique. C'est pathétique. Donc il n'est pas à saluer le coup d'État. Il faut s'en désoler. En tout cas, la population, justement, ces pays dans lesquels on a connu ce genre de situation, il y a la liesse et ça n'a pas raté encore aujourd'hui. Ça se salue, même s'il n'y a pas eu des déclarations formelles, notamment de la part de l'opposition, mais les populations s'en félicitent quand même. Non, les populations de la zone de l'opposition, attention, il faut bémoliser. C'est la population de la zone, du secteur de l'opposition. Parce qu'on connaît, il y a une nette séparation entre la majorité et l'opposition avec Chédou Dalein Diallo. Son groupe, naturellement, lui-même ne s'est pas encore déclaré, il n'a pas encore fait de déclaration. Mais le fief de l'opposition, notamment son groupe, oui, les populations sont sorties, sont nombreux, ils sont heureux, mais de l'autre côté, vous n'avez pas, c'est encore le calme, ils sont encore dubitatifs. Et le chef des mutins, n'a pas, il a déclaré lui-même, il n'a pas encore déjà temps de comprendre ce qui va se passer. Il doit rencontrer les chefs d'état-major, normalement pour une clarification. Pour le moment, on ne sait pas. Donc, du côté des populations proches du pouvoir, c'est pas la liesse. On ne peut pas dire que le président Alpha Condé est désavoué. Non. Il a ses soutiens, il a ses partisans. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'arrivait plus à diriger et que la garde spéciale et le groupement spécial qui s'est occupé de lui s'est rendu compte que c'est un homme. Il estime que le pays n'est pas dirigé. Mais est-ce que c'est aux militaires de faire la loi? Voilà l'autre question qu'on se pose. En fait, il y a une situation sur laquelle ça devrait nous poser. Parce que quand il dit la constitution est dissoute, telle est dissoute, telle est dissoute, on se demande, mais qui est-il lui? Qui l'a mandaté? Voilà la question. Mais alors, quand vous vous posez une telle question, vous demandez, mais en face, il y a quoi également? Donc, c'est là l'équation à résoudre dans nos capitales. Lorsque l'armée apparaît, qui lui a donné ce mandat? Le peuple n'a jamais érigé l'armée en suprastructure. Pour qu'elle apparaît en disant j'ai décidé, on a décidé, un comité de salut a décidé, ce n'est pas son rôle, a priori. Mais au même moment, lorsque la pagaille atteint un certain niveau, on se pose la question de savoir qui est là pour mettre de l'ordre. Voilà l'équation. Voilà l'équation. Vraiment. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a eu droit à une condamnation, donc justement de ce coup de force par l'Union africaine. Ça se résume qu'à ça. On ne va pas plus loin. On parle d'une réunion d'urgence. On ne va pas plus loin, Agapit. Je pense qu'il faudrait que c'est ça qui encourage par ailleurs les choses. Non, je pense que l'Union africaine, si on veut être sérieux, que l'Union africaine se dote de mécanismes, disons, fermes, comme je vous l'ai dit. Les pays choisissent leur système. Mais quand dès que le système est en place, il faudra au moins que le système ne change pas durant. Parce que vous savez, lorsque vous avez affaire à des bêtes sauvages, je parle en symbole, à des bêtes sauvages, vous ne pouvez pas les considérer comme des animaux domestiques. Quand vous avez affaire à des bêtes sauvages, vous ne pouvez pas les considérer comme des animaux domestiques. Parce que vous devez prendre plusieurs précautions
pour qu'elles ne puissent... On a beau les apprivoiser, vous êtes obligé de faire beaucoup attention parce que chasser le naturel, il revient au galop. Je l'ai dit au début. Donc la bête sauvage a beau être domestiquée, à un moment donné, l'instinct grégaire revient. L'Afrique est habituée. Beaucoup de nos pays africains, on a compris qu'on peut manipuler les tests. Et dès lors qu'on a compris qu'on peut manipuler, on a dit le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Dès que vous soumettez une constitution, parce que vous pensez qu'en 2017, si le président Talon avait voulu, il aurait pu changer la constitution. C'est parce qu'il a dit, moi je veux respecter la volonté du peuple. Je ne vais même pas aller au référendum. Il aurait pu. La commission qu'il a mise en place, à son arrivée, la commission de réforme constitutionnelle aurait pu être une constituante. Aurait pu être une commission constitutionnelle. Et le texte préparé aurait bien soumis au référendum. Et ça aurait été adopté. Il n'y a pas de raison que ça ne fût pas adopté. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. Il mettra en place le dispositif. Et il y a plusieurs personnes qui vont l'accompagner. Il vient d'arriver, donc il a encore tout son bagage de soutien. Et il était toujours adulé en ce moment-là. Voilà. Il est toujours d'ailleurs, par ailleurs, même si les contingents politiques ont fait que, bon, voilà, les clans se sont placés. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore réellement de clan, même dans son propre clan. Donc, du coup, ça allait passer comme une lettre à la poste. Et on aurait déjà une nouvelle constitution. Alors, si c'était quelqu'un qui était dans la dynamique de la tricherie, il aurait fait avoir... Et on aurait une nouvelle constitution. Et il pourrait dire, ok, d'accord, moi, le mandat qui est en cours là va finir. Et je vais démarrer un nouveau mandat. D'un mandat. Et on va venir, il peut faire. On peut changer la constitution aussi longtemps qu'on veut. Moi, le débat sur la révision de la constitution est un faux débat. Parce qu'une constituante se met en place, une constitution s'écrit, on le soumet au référendum, l'ancienne constitution disparaît. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais la question de savoir quelle aspiration. C'est pour ça que les constitutionnalistes, dans leur laboratoire, pas les constitutionnalistes politiciens, doivent tout au moins, au niveau d'une réflexion générale au niveau de l'Afrique, en estimant que nous avons un cheminement à faire. Et puisque chacun choisit son modèle, on ne va pas imposer un modèle à un pays. Mais quand le modèle du parti unique, de mandat unique, de double mandat, de mandat non renouvelable, de mandat renouvelable N fois, de régime présidentiel, je pense qu'un minimum de 25 ans ou de 50 ans peut être imposé, peut être dans un protocole, en disant le pays ne peut pas en aucun cas changer son système avant un certain temps donné. Qu'est-ce que ça donne? Et ça doit donner lieu à une... Après du moment où on est dans une communauté et on veut créer un marché commun, on veut créer un espace commun, on peut se donner ces gestes. Si on fait la surveillance multilatérale, on fait la convergence, un certain nombre de convergences au niveau donc, de certaines politiques économiques, on peut faire des convergences politiques. Et d'ailleurs, on le fait au niveau de la CEDEAO. Quand on dit que 6 mois avant les élections, on ne peut pas toucher au test, sauf constitutionnel, aux lois électorales, sauf s'il y a consensus. Donc, il y a déjà une ouverture de surveillance, de surveillance et donc de communautarisation à ce niveau-là. On peut pousser plus loin. Parce que ce qui se passe, si on croit que il essaie de condamner, ça n'aura plus d'effet. On a condamné au Mali, mais le pouvoir du Mali est en place et pose des actes au niveau international. Donc, si le Mali existe, c'est que Guinée existera. Et peut-être demain d'autres pays. Il faut mettre fin, à mon avis, à cette velléité en mettant en place de mécanismes interventionnistes africains ou au niveau régional, à mon avis, efficaces, mais dans le cadre d'un protocole bien outillé, bien huilé et bien cohérent, qui ne donne pas, disons, qui n'ouvre pas la voie à des interprétations tendancieuses. En tout cas, quand vous parlez de mécanisme, je pense à donc un mécanisme musclé, mais ça n'aura pas l'adhésion de tous quand on sait que peut-être que des personnes nourrissent également cette envie de mandat de trop ou d'autres choses, et donc ils vont pas atterrir justement à ce mécanisme musclé. Vous savez, pourtant, les protocoles additionnels de la CEDEAO ont existé. Vous pensez qu'en 2001, au moment où on en parlait, tout le monde était d'accord? Vous voyez qui était au pouvoir en ces années-là? C'est pas si évident. C'est pas aussi évident. Mais ça marche toujours. Parce que c'est une logique.
qui veut qu'il y ait une stabilité chez lui? Il ne s'agit pas d'imposer à un pays un mandat, un système unique, un système standard. La preuve, le Togo et nous n'ont pas le même système. Le Togo est un système à Premier ministre. Le président de la République qui nomme le Premier ministre dans la majorité. Le Niger également. Le Bénin n'a pas la même dynamique que ces pays-là. Donc, et au Nigeria, pays anglophone, ce n'est pas la même durée de mandat. Et ainsi de suite. Donc, il sera laissé à chaque pays de faire son système, d'adopter son mécanisme. On lui donne le temps qu'il faut pour passer à la zone économique au niveau de la CEDEAO. Ça prend du temps. On prend du temps, on repousse. Mais je pense que depuis 90, quand c'est collé au mur en disant voilà, il n'y a pas de développement sans démocratie, on est à la démocratie, élection, pluralisme, tout ça là. Mais on n'a pas compris qu'il faille continuer à réfléchir et qu'on sache que nous sommes comme des animaux sauvages contents d'apprivoiser ou de domestiquer. Et que chasser le naturel, il revient au galop. On a des mécanismes anciens, des méthodes de partis uniques. Et une fois la démocratie arrivée, il y a des partis dominants. On a créé le multipartisme, mais les partis uniques se sont transformés en partis dominants. Et une fois partis dominants, ils maintiennent, ils gardent le jeu. Alors, quand on analyse la science politique, l'analyse, le droit politique, il doit induire des réactions au niveau donc du droit constitutionnel pour faire des propositions de telle sorte que ces mécanismes-là soient maîtrisés. Quand on ne les fait pas, et 30 ans après, on crie, il faut condamner, il faut condamner. Non, on n'a pas terminé la bête, on ne l'a pas achevé. Et donc, les résurgences d'aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, déjà, des cas isolés. On a eu des Dadis Camara quand même. Hein? C'est pas que là, en Mauritanie, il y a eu, ou encore, déjà, très tôt, déjà au Niger, en 96 déjà. Hein? Donc, en Congo démocratique, au Congo Brazzaville, et ainsi de suite. Donc, on peut remonter, on n'a pas réglé la question du point de vue formel, du point de vue de manière profonde. La réflexion, il ne s'agit pas de s'agiter, de marcher, de faire drapeau, faire communiquer. Ça n'est pas le problème. Quelle est la réflexion profonde? Quelle est la réflexion prospective? Quelles sont les idées novatrices pour passer à un autre niveau donc, de maîtrise? Mais on a l'impression que que l'Union africaine ne dispose pas des moyens de sa politique. Pas du tout alors. Mais pas du tout alors. Il dispose de l'architecture elle est très bonne. Hein, quand vous regardez l'architecture de paix du secrétaire de l'Union africaine, vraiment bien huilée, bien installée, avec un certain nombre d'organes. Mais après, dans la mise en œuvre, il se pose des problèmes. Nous sommes dans l'espace CEDEAO. On a eu le cas Mali. On a le cas la Guinée-Conakry. C'est la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une zone économique pour l'Union africaine. C'est une zone, donc, c'est une région dans laquelle la CEDEAO a prise avec les mêmes mécanismes de l'Union africaine et ses propres mécanismes à eux au niveau de l'architecture de paix et de sécurité. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a les protocoles additionnels qui sont là, connus, signés, ratifiés. Mais est-ce qu'on les suit systématiquement dans ces pays-là? Non, on ne les suit pas dans ces pays-là. Pendant qu'au Bénin, on le suit et les gens se lamentent que le chef d'État ne s'intéresse, que ne s'ingère, mais on le supplie pour qu'il s'ingère dans le jeu et qu'il puisse toucher les tests et qu'il apprenne même les ordonnances pour arrêter le jeu. Alors qu'on appelle à un interventionnisme présidentiel au Bénin. Ailleurs, c'est tout le contraire, c'est-à-dire la violation à outrance de ces textes-là. C'est ça qui fait que ça devient illisible. Parce que ce que fait le Bénin fait office de quelque chose d'extraordinaire à côté de la réalité, de la logique. Et donc aujourd'hui, les réseaux sociaux aidant, les gens embrouillent la carte, le jeu, et on ne sait plus là où est vraiment là-bas. En clair, je pense qu'il faut analyser ces phénomènes froidement. Moi, je condamne que des militaires se lèvent et disent « je prends le pouvoir ». Ce n'est pas leur droit. Ils n'ont mandaté pas personne. Et d'ailleurs, comme ils l'ont dit, ils n'ont aucune légitimité. Comme ils l'ont dit, ils veulent rétablir la démocratie parce qu'ils trouvent que la démocratie qui les a responsabilisés. Et ils vous diront le peuple. Quel peuple? Votre lucidité. La lucidité, quel peuple les a établis?
C'est des erreurs qu'on a, c'est des fautes même politiques qui ont été acceptées depuis plus d'un siècle, depuis plus d'un demi-siècle, avec quand les présidents sont fatigués, ils remettent le pouvoir aux militaires. Parce qu'ils ont la puissance des armes. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas fonder le pouvoir sur la force des armes. C'est pas normal. Donc, mais au même moment, que font les civils? Ceux qui doivent utiliser le pouvoir pour pouvoir servir leur peuple. Quand ils l'utilisent pour la servir, certains applaudissent lorsque des militaires qui ne sont mandatés par personne prennent le pouvoir. On finira par un gouvernement peut-être d'union nationale ou peut-être un comité qui va gérer la transition. Agapit Napoléon Maforican, justement, certains se demandent quand même quelle réaction des autorités françaises après la légitimisation quand même du cas tchadien. On dirait que la France, la voix de la France, pourquoi la voix de la France? Moi, je parle des nations africaines. Moi, les autorités françaises, ils sont loin. Elles sont loin. Elles sont loin. Elles sont loin, mais elles sont proches. Cessons de penser que c'est la France qui est légitime. C'est pas la France qui est légitime. C'est pas la France, c'est les Africains. On a vu. C'est pas la France qui est légitime, c'est les Africains. Que Macron aille à Dakar et à N'Djamena, ça c'est la politique française. Je vous l'ai déjà dit une fois. Ça c'est la politique française, c'est les intérêts français. Est-ce que l'Afrique, nos pays attendent et se calquent sur la France? Mais vous ne pouvez pas. Donc, attendre à ce que dira la France ne me paraît pas la posture logique. Pour moi, c'est que dira l'Union africaine. Que fera l'Union africaine? Même les Nations Unies ne peuvent rien faire sans l'Union africaine. Mais c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. C'est un problème africain. C'est un problème de la CEDEAO. Voilà, il faut régler ça. Il faut régler ça dans la durée. C'est pas la France. Ce n'est pas la France. Il n'y a pas d'amalgame possible. C'est pas la France qui gouverne à Conakry. Et donc, il faut que les Africains se lèvent. Il faut qu'on termine, qu'on en finisse avec cette logique de la main de l'autre, toujours là, qui doit adouber, qui doit accepter. Non, la France fait sa politique. La France est libre d'accepter un président venu par coup d'État et de rejeter un autre. C'est sa politique. Les nations n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. C'est tout, voilà. Donc, vous avez vu un président mondial qui s'est refusé à aller dans les grandes démocraties populaires qu'on appelle dictatures ailleurs, dans les Émirats, où il ne se passe pas la démocratie libérale réellement, où ça se fait de père en fils. Mais ils vont toujours. Donc, c'est des systèmes politiques propres à ces pays-là. Donc, on ne peut pas attendre à ce que quelqu'un valide de son pays la système politique de notre pays. C'est parce que nous sommes incapables de conceptualiser et donc de nous prendre en charge qui fait que l'autre reste à 6000 km et dit il n'y a pas de développement sans démocratie. Et on vous pose un système où tout le monde sait qu'on va tricher. Même les lois, on copie-colle des lois qu'on ne peut pas appliquer. Parce que les gens même ne comprennent pas. Même le français terre à terre n'arrive pas en lisant. Regardez la dernière, cette affaire de l'article 240, où les gens étaient incapables, ou même on a... 242. Quand même. Mais alors, quand on en arrive là, mais posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas une affaire de la France. Il faut laisser la France à sa place et à sa politique, à ses intérêts. Parce qu'elle en a le droit. Mais pourquoi on ne dit pas que dira la Grande-Bretagne? Pourquoi on ne dit pas que dira la Chine? Pourquoi on ne dit pas que dira les États-Unis? Parce qu'on connaît bien l'emprise de la France. Ce sont des pays qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc pourquoi on ne dit pas que dira le Conseil de sécurité, les pays, ceux qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité? Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne dit pas, par exemple, l'Allemagne, quand on sait que Alpha Condé a été en Allemagne seulement le 27 août dernier? Non, l'Allemagne n'a pas de droit de veto. L'Allemagne n'a pas colonisé la Guinée. L'Allemagne est trop loin des affaires de la Guinée. Après, il y a une coopération entre les deux États qui est beaucoup plus une coopération de développement. C'est pas vraiment la coopération politique. Là, les pays africains ont très peu, en tout cas les pays africains dominants francophones, n'ont pas eu de coopération politique avec l'Allemagne. Ils ont des coopérations de développement uniquement avec l'Allemagne. Mais avec la France... Mais dans cette coopération, on est quand même regardant sur le niveau démocratique. Oui, absolument, absolument. C'est pas une coopération politique. Mais dans la coopération de développement, il y a un certain nombre de standards que vous devez respecter. Mais les standards ne veulent pas dire le copier-coller. Le standard ne veut pas dire... La France, je voulais dire, la France n'a limité le mandat. La limitation du mandat, par exemple, n'est pas une exigence
que la démocratie pluraliste. Ce n'est pas une exigence, c'est un choix. On n'est pas tenu de limiter un mandat. Mais dès que vous limitez, vous devez respecter. Voilà ce que je dis, les options, chacun fait ses options. Est-ce que le président de la République est élu au suffrage universel direct? Est-ce qu'il est élu par le Parlement? En Afrique du Sud, il est élu par le Parlement. Par ailleurs. Donc, il faut bien qu'on puisse comprendre quel est le mécanisme qu'on a accepté. Moi, ce que j'ai déploré pour le Bénin, c'est que nous avons fait la conférence nationale. Dans les conditions qu'on a fait, on ne pouvait pas s'adosser à ça. On devrait aller au-delà, après la conférence nationale, et réfléchir 5 ans après. À partir du moment où on n'a pas pu réussir à faire une transition de 5 ans ou de 3 ans pour mieux comprendre le mécanisme et le corriger, à partir du moment où on n'a pas pu le faire, on aurait dû revenir, corriger les mécanismes et mettre en place un système plus cohérent. Mais depuis 2016, il se met en place un système, à mon avis, plus cohérent, qui n'a pas peut-être rectifié l'autre, mais qui se met parce qu'il n'y a pas eu un débat public et de tous les acteurs politiques, mais qui se met quand même en place. Je pense que tout ce que nous dénoncions se corrige progressivement. Le système partisan, le système électoral, la limitation donc des mandats, qui ne peut, assez de choses qui ne peuvent plus être remises en cause. La prise en compte de l'opposition, le financement politique des partis politiques. Tout ça se met en place progressivement. C'est ainsi que progressivement on va bâtir la culture béninoise de la démocratie. La démocratie béninoise, c'est avec le temps et c'est avec ce qui se fait pas à pas comme ça qu'on va le bâtir. Je vous ai dit, les gens ont dénoncé des textes qui n'ont pas changé et qui sont revenus et se sont adaptés. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on peut plus dire que ces textes-là sont chrysogènes. Ces textes sont acceptés. Toute la classe politique aujourd'hui, tous les partis politiques qui sont reconnus, leur majorité comme opposition, c'est avec ces textes-là. On ne peut plus dire. Après, on est parti aux élections avec un certain nombre de mécanismes, notamment ce qui a fait, c'est le parrainage. Dans 3 ans, 4 ans, le parrainage ne va plus être aussi chrysogène parce que les gens l'auraient compris et adopté. Ou s'ils le font dans 8 ans ou 9 ans, ce serait différent. Il faut faire ça dans le temps. Mais il ne faut pas le faire selon la posture de celui qui est là. Il ne faut pas le faire sur la tête d'un client. Et c'est ça que nous remarquons. Quand vous voyez la manière dont IBK a pris le pouvoir. Bon, on pourrait dire que le cas du Bénin, c'est particulier. On n'a pas les mêmes, peut-être on n'a pas les mêmes hommes dans nos États. Donc, espérons qu'on aura des hommes qui ressemblent à ceux du Bénin, par ailleurs, dans d'autres États. Exactement. C'est ça le choix. C'est ce que je voulais dire. Quand IBK venait en 2013, si je ne me trompe, en 2012, au moment où il venait, il y avait quand même une sorte de liesse. Parce qu'il apparaît comme un homme nouveau. Nouveau, un socialiste par ailleurs. Donc quelqu'un qui a quand même une vision sociale du développement. Et donc, quelques années après, il s'est perverti. Il s'est perverti. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un malentendu. Il y a un malentendu. Il ne faut plus qu'il y ait de malentendus. Bon, on pourrait dire qu'il a été victime du système qui était mis en place. Il ne faut plus qu'il y ait des malentendus. Il faut qu'il y ait au moins une sorte de grande ligne directrice de gouvernance. Quand même suffisamment d'années pour qu'un individu ne puisse pas rêver et changer. Et qu'on prépare le changement. On a eu quand même dans ce pays, Bénin à la FIA 2025. C'était le plan national de stratégie à long terme. C'est en 1999 que le plan a été adopté. 1999, donc on était à 26 ans. Donc on peut le faire. C'est vrai, ça n'a pas été suffisamment respecté, d'accord, mais ça a été quand même adopté. Bénin à la FIA 2025. Alors, il suffit qu'au niveau politique... Nous rêvons que nous ayons il faut qu'au niveau politique, on ait un plan de développement politique ou bien un plan institutionnel qui consigne un certain nombre de postulats, qui doit rester ainsi pendant au minimum un temps, pour que les acteurs qui ont institué ne soient pas ceux qui changeront. Qu'il y ait d'autres acteurs. En fait, qui s'impose à tout gouvernant qui succède à la tête. Exactement. Exactement. Mais ça doit tenir d'une réflexion prospective. Donc, c'est des groupes d'experts, des comités de sachants qui devraient réfléchir à ça. Et peut-être que si on peut en rêver avant peut-être la fin de l'ère Talon, ce serait une très bonne chose que nous puissions entrer dans cette dynamique. On aurait simplement fait la leçon, donné la leçon, montrer la voie à d'autres pays africains, ou peut-être, pourquoi pas, à la CEDEAO. Très bien, mais en attendant tout de suite, vous parliez d'un mécanisme, mais en attendant tout de suite, que peut faire la CEDEAO ou l'Union africaine, carrément, l'Union africaine? Ils ne peuvent rien faire. De deux choses l'une. Carrément. Ils ne peuvent rien. De deux choses l'une.
De deux choses l'une. Il faut voir, d'abord, il faut suivre la situation en Guinée. Il faut voir ce qui va se passer dans les 2-3 jours qui viennent. Quelle est l'entente? Quels sont les échanges? Quel est le résultat des échanges avec entre le chef d'état-major? Ensuite, le système mis en place. Parce que dès le départ, il y aura les condamnations. Ensuite, ça dépend de la stratégie interne. Et si la stratégie interne est acceptée par tous, parce que la CEDEAO va dépêcher un médiateur, une délégation, quelqu'un, voilà, donc le médiateur va faire les tours, aller-retour, ça prendra du temps. Et si toute la classe politique guinéenne adhère à un système, la CEDEAO va imposer un délai donc d'élection et faire quelques restrictions et les obliger à respecter une feuille de route. Voilà, ils ne peuvent pas. On n'a pas le mécanisme pour aller les déloger. Donc, du coup, si la classe politique est globalement d'accord, la CEDEAO ne peut rien. C'est ça que je dis. L'international ne peut pas imposer un système dans un pays. Chaque pays est maître de son système. Mais après de voir les standards, un certain nombre de mécanismes sont arrêtés, là on peut y aller. Mais quand vous avez des situations comme celle qu'on a eue au Mali, bon, plus ou moins en Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose, c'est pas réellement ça, mais en Guinée, quand vous voyez cette situation-là, vous vous posez la question de savoir le niveau de développement de la classe politique. Et donc, ça conduit à des situations extrêmes que tout le monde déplore, mais dont personne n'a la clé. Parce que, justement, tout le monde est poussé au mur, dos au mur, et ces situations-là arrivent. Il faut les éviter à travers, comme je vous l'ai dit, moi, il est temps de voir plus loin et de cesser de se mettre à condamner ce que tout le monde presque imagine ou parfois même souhaite. Dans ce pays, les gens ont appelé les militaires. Des gens ont souhaité que les militaires prennent le pouvoir. Des gens ont créé des situations qui devraient aller à un coup de force. À des coups de force. Les gens l'ont presque souhaité. Mais ça ne répond à aucune logique. C'est pour ça qu'il faut créer les conditions idoines pour que la population vraiment qu'on ne passe pas le temps à revenir toujours en arrière et à rebâtir continuellement. On court quand même le risque de connaître encore notre pays avec une situation pareille. Je ne suis pas devin. Oui, mais observant ce qui se passe, puisque nous avons connu des cas, et aujourd'hui, on parle de la Guinée-Conakry, on pourrait parler d'un autre pays, voilà, au regard de ce que nous observons. Possible. Voilà. Agapit Napoléon Maforican, on va donc revenir au Bénin pour parler justement de cette semaine qui est empreinte quand même à ces mauvaises nouvelles. On a connu des décès en ce qui concerne donc la COVID-19. Le gouvernement qui n'est pas resté insensible à cette persistance de la pandémie avec des mesures urgentes qui ont été prises en Conseil des ministres. Agapit Napoléon Maforican, la COVID-19, des personnes nous quittent. Hélas, hélas, et hélas. Malgré, voilà, en tout cas, toute la communication gouvernementale pour pouvoir quand même appeler la population à la prise de conscience. Hélas, comme je le dis, voilà, il y a une deuxième vague qui est plus virulente. Il y a des situations qui se sont accommodées. Et voilà, on déplore. Après, il faut demander si chacun fait ce qu'il doit faire. Il faudrait parler de la communication gouvernementale. Mais après, est-ce que le relais est pris? Est-ce que les gens sont préparés même à prendre le relais? Moi, il y a des situations, moi, on ne peut pas dire, le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Le gouvernement a pris des dispositions de prise en charge très tôt. Et quand on a écouté le porte-parole du gouvernement, les obus d'oxygène utilisés, déjà en combien? En une semaine, dépasse ce qui est 500, en un mois. Et en une année. Tout ça, c'est le budget national. Ça veut dire que le gouvernement a pris des dispositions. Des centres, au moins des gens sont accueillis, des cas graves sont accueillis, et ainsi de suite. Des vaccins existent, sont arrivés. Donc, tout ça, on ne peut pas dire que les mesures n'ont pas été prises. Mais après, quelle communication sociale a suivi? C'est là tout le problème.
La dernière fois, nous parlions de choquer. On ne peut pas dire que les gens n'ont pas été choqués ces jours-ci. Mais la communication est restée institutionnelle. Elle n'est pas devenue une communication de masse. Pourquoi elle n'est pas devenue une communication de masse? Tout simplement parce que les groupes cibles n'ont pas été réellement pris en compte et eux-mêmes ne se sont pas accaparés le système. J'ai écouté le porte-parole du gouvernement inviter les autorités religieuses à passer le message. C'est ça. Est-ce que les autorités religieuses se sont appropriées la stratégie gouvernementale en matière donc, de lutte contre Covid? Il faut bien le vérifier. Or, c'est eux qui passent ces messages. Ils sont des groupes importants, des cibles importantes qui doivent s'approprier cette stratégie-là. Est-ce que les médias se sont appropriés eux-mêmes la stratégie donc de communication de masse de l'exécutif? Pas évident. Mais est-ce que la stratégie elle-même existe? Je ne sais pas. Donc, peut-être on était tous pris d'assaut, on était tous pris de vitesse et on a rattrapé, on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire le contraire. On peut dire que c'est maîtriser la communication, mais elle est restée institutionnelle. Il faut maintenant qu'elle soit de masse. Et là, une communication de masse empêcherait ou maîtriserait la circulation à outrance d'effets d'éléments nocifs sur les réseaux sociaux. Ce que j'appelle la communication de masse. Qui renforce les polémiques. Qui renforce les polémiques. Voilà. Parce que quand vous faites votre propagande, quand vous faites votre pédagogie, on va dire, mais est-ce que tu as vu ce qui circule? Est-ce que tu as lu, écouté tel son? Est-ce que tu as... Et donc, du coup, les populations qui ne coûtent pas, ils sont beaucoup plus sur les médias sociaux que sur les médias classiques, il faut le dire. Dès que la communication n'est pas la même ou n'est pas harmonisée sur les réseaux sociaux comme sur les médias classiques, ça crée une distorsion de l'information au détriment des médias classiques qu'on estime être au solde de pouvoir. Et donc, les gens préfèrent écouter ce qui circule comme rumeur. Et donc, lorsque vous aviez des pathologies qui apparaissent, au même moment où vous prenez votre vaccin, on met ça sur le compte du vaccin. Tel est mort, tel a fait crise, tel a eu le palu, tel a eu les coups battus, tel est couché depuis un mois, tel a l'essoufflement, tel transpire pendant 3 mois. Donc, chacun sort ces problèmes qui ont toujours existé et le mettent aujourd'hui devant comme problème émanant donc du vaccin. Alors, quand c'est comme ça, comme je le dis, la communication doit descendre. Donc, premier temps, je pense qu'il est maîtrisé. Il est maîtrisé aujourd'hui. Quand vous regardez les flux vers les centres de vaccination, on peut dire oui, globalement, la communication institutionnelle a fait son œuvre. Maintenant, il faut qu'elle descende. Mais pour qu'elle descende, il faut qu'il y ait une stratégie et que les autorités centrales, notamment au niveau du ministère de la Santé, comme au niveau peut-être de la direction de la communication centrale, donc puissent peut-être descendre la stratégie vers les médias classiques comme vers les médias sociaux. Ce qu'on appelle le 4e et le 5e pouvoir, de manière vulgaire. Donc, l'opinion qui est aujourd'hui créatrice d'informations. Donc, les responsables des forats, des WhatsApp, par-ci, par-là, même si on en a 500, je pense qu'on peut dupliquer. Il peut y avoir une politique de gestion parce que cette affaire n'est pas faite pour finir dans 6 mois. Ça peut tasser. On ne sait pas s'il y a encore de nouvelles variantes. Je pense qu'il faut faire une mobilisation sociale pour une communication appropriée. Et cette communication doit descendre dans l'administration. Imaginez qu'il y a encore dans nos administrations des gens qui interdisent, par exemple, lorsque vous allez dans les centres de santé pour voir, pour filmer même, ou bien pour écouter, pour voir comment ça se déroule, la vaccination. Et il y en a qui vont dire, il faut l'autorisation du directeur départemental. Il faut l'autorisation du ministère. Vous allez au cimetière pour voir un peu l'évolution des tombes. On dit, il faut le richard va vous dire, il faut aller à la mairie. Il faut avoir une autorisation. C'est-à-dire qu'il y a une frilosité qui est restée la même au niveau d'un certain nombre de personnes, de gens qui ne comprennent rien à la communication, qui sont dans leur bureau, mais qui sont apathiques parce qu'ils ne sont pas habitués à la logique communicationnelle. Donc ils sont apathiques, ils ne se libèrent pas, ils sont assis, on dit allez prendre l'autorisation. Mais en matière de crise, on ne peut pas s'accommoder de ce type de mécanisme. Il faudrait
là, il faudrait avoir un protocole. À partir du moment où le protocole existe, qui, vous voulez aller dans un centre de santé, voilà, conditions à suivre. Et tout le monde sait. Ah non, donc il vous faut, non, il faut appeler, prenez rendez-vous, c'est 2 heures, on va informer, il y aura tel point focal qui va vous prendre en charge, et ainsi de suite. Ça permet d'ouvrir l'information. Et ça permet une variante, une variété. Lorsque c'est seulement la chaîne nationale qui va filmer et qui duplique, les gens ont l'impression que c'est quelque chose de modelé. De préparer. De préparer. Et ils vous lancent ça dans les oreilles, que c'est n'importe quoi, non, c'est bidon, non, c'est ce que vous fabriquez, non, vous êtes dans la solde. Non, c'est pas une affaire à la solde. Et ça rend diffus le message. Ça rend diffus le message. Donc il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de point focal, il n'y a pas nulle part. Vous allez au ministère, il faut attendre, bon voilà, on va demander l'autorisation du ministre. Même si on peut comprendre que le personnel est débordé, mais je pense quand même qu'il faudrait que les gens se libèrent. La communication de masse, en temps de crise, la communication a un poids. C'est important. Ce n'est pas la dernière roue. Ce n'est pas lorsqu'on a fini de régler les problèmes qu'on va devant les médias. Est-ce que quelqu'un a proposé par ailleurs que, par exemple, qu'on invite tous les 77 maires, par exemple, et pour les responsabiliser? C'est le troisième niveau. C'est vrai que vous avez parlé du préfet qui pourrait... Oui, c'est le troisième niveau. C'est-à-dire quoi? Il y a un certain nombre de personnages clés. Les maires, c'est encore plus simple. Le préfet, c'est plus simple. C'est-à-dire une directive du ministre. Mais les médias, qui peut envoyer... C'est quoi les directives pour imposer aux médias? Et déjà, comme je vous l'ai dit, les quelques rats qui font le travail n'ont pas la vie facile. N'ont pas accès, il y a des obstacles. N'ont pas accès au site. Parce que, comme je vous l'ai dit, des quidam, ça empêche. Moi, je dis, on n'a pas besoin de faire filmer les malades. Et les médias savent. Il y a les prescriptions de la déontologie. Il suffit simplement de passer le mécanisme. Ici, vous ne filmez pas les malades dans leur visage. Vous pouvez prendre... On flûte. Il y a les images flûtées. Donc, il suffit simplement de passer le message. Et les confrères qui sont dans les ministères, comme des points focaux, devraient pouvoir expliquer ces choses. Mais il me semble que certains sont autant empathiques que les cadres. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à se dégérer. Ils préfèrent être bureaucrates. Comme certains d'autres, et ils ne comprennent pas qu'il y a danger, et quand il y a danger, il y a une communication qui suit la crise. On ne peut pas demander au ministre tout le temps de monter au créneau. Son image va fatiguer, parce qu'il dit les mêmes choses. On ne peut pas demander au porte-parole du gouvernement d'en parler tout le temps. Il y a des relais, il faut des relais au niveau local. Il y a des relais au niveau des médias de masse. Il y a des relais au niveau des médias citoyens. Il y a des relais au niveau des autorités locales. Il faut des relais au niveau de l'autorité religieuse. C'est cette stratégie qui peut amener à combattre le mal. Mais à partir du moment où ça devient seulement une sorte de mécanisme du ministre et du porte-parole du gouvernement, ça donne l'air de quelque chose d'institutionnel qui n'accroche plus. Hein? C'est solennel. Qui ne favorise pas l'adhésion des autres. C'est solennel, mais ce n'est plus fluide, parce qu'on regarde ça comme un truc des gens d'en haut. Il faut descendre. Il faut descendre ça. Il y a des gens qui sont dans des religions, dans des confessions, qui empêchent, qui font carrément... Interdiction, par exemple, de vaccination. Voilà. Hein? La mauvaise publicité pour les vaccins, par exemple. Mais ça ne peut pas, ça ne doit pas exister. Il faut parler avec les religieux. Les responsables religieux. Voilà. Donc, il me semble... humblement que une fois qu'on a lancé la procédure institutionnelle, il faut maintenant les descendre vers la communication de masse et étendre tous ces relais locaux qui ont un rôle à jouer dans la sensibilisation des populations. L'existence des médias sociaux, des réseaux sociaux, des médias sociaux, est une autre démarche, est une nouvelle donne que les stratégies de communication doivent intégrer, surtout en matière de crise. La communication de crise doit intégrer les gens des médias sociaux, des réseaux sociaux, qui aujourd'hui ne vous permettent pas de maintenir le même niveau et degré donc, de stratégie qu'avant. On ne peut plus faire la stratégie de communication comme on le faisait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Regardez le push en Guinée. Tous les médias ont été informés en temps
On peut dire que tout le monde entier a été informé pratiquement en heure et en temps. Ce qui n'est pas le cas en temps ordinaire. Avant, il faut attendre l'heure du journal télévisé pour parler, pour voir ce qui se passe. Et si le journal décide de ne pas en parler, c'est qu'on ne sait même pas. On est dubitatif. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il faut prévenir parfois les effets nocifs, donc de la désinformation ou de l'anticommunication, des visées d'anéantissement des efforts de communication qui sont faits. Donc, il faut prendre d'assaut les masses, la communication de masse, la communication sociale. Je pense que c'est de ça qu'il est, la communication par l'éducation. Donc, aujourd'hui, aucun plan de stratégie, aucune stratégie, et surtout en matière de crise, ne peut se développer sans ces champs de choses. Avant, on parlait donc comment on appelle, communication, éducation, développement, c'était ça. Voilà. Informer, éduquer et divertir. Voilà, les yeux, c'est l'information, l'éducation et la communication. En fait, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. L'information a déjà fait, c'est fait suffisamment. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas fait. L'information est suffisamment distillée. Mais à côté de l'information, il y a l'éducation, il y a la communication. La communication doit être sociale. Comme je l'ai dit, doit descendre, pas qu'institutionnelle. Et l'éducation doit être, donc, ceux qui doivent éduquer, c'est ceux qui communiquent parfois, peuvent continuer à éduquer comme les confessions religieuses, comme les établissements scolaires, comme les grands lieux d'échange et de communication. Donc, tous ces relais qui ont un pouvoir, disons, d'opinion sur des groupes doivent pouvoir être mis à profit et à contribution pour passer des messages. Les spots qui passent, sur nos médias classiques, c'est bien. Mais ça fait plus d'un an que les spots passent. Aujourd'hui, quand le spot sur les masques, pour moi, ces spots-là, aujourd'hui, c'est bien. Mais ça accroche qui aujourd'hui encore? Tout le monde sait qu'il faut porter les masques. Après, quelles sont les variantes qui doivent passer? C'est ça qu'on doit y aller. Et peut-être selon les logiques religieuses ou selon les logiques régionales. Et donc tenir compte de ce qui est distillé comme des informations. Des informations, exactement. Exactement. Parce que lorsque la personne garde le même masque sur la journée, le met en poche, le remet, je ne sais pas s'il règle un problème. Alors que c'est toutes les 4 heures, voilà, par exemple. Donc, lorsque les masques sont juste des cache-nez, et les lèvres sont en l'air, ou bien des cache-lèvres et les nez sont en l'air, c'est pas si ça règle un problème. Et ainsi de suite. Donc, il y a une sorte de banalisation de la chose qui s'applique par le tassement de la communication institutionnelle ou classique, et ça doit faire en sorte qu'on le descende maintenant vers la communication sociale et que les relais soient pris au niveau où ça doit être pris, comme je dis, au niveau des médias sociaux. Des médias classiques, oui. Une stratégie de mise en place de points focaux qui puissent donner l'information. Que ce soit dans les centres de santé, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les officines, que ce soit dans les cimetières. On n'a pas besoin de livrer la vie des gens. On n'a pas besoin, on ne violera rien, ni l'intimité des gens. Il y a une manière professionnelle de faire. On peut imposer ça. Le silence, je vous amène quand même sur ce terrain-là, Agapit Napoléon Maphorican. Le silence des partis politiques, ça inquiète aussi. Vous parlez de relais, et effectivement, les responsables religieux, mais il y a également les partis politiques. Oui, c'est pour ça que je parle. Est-ce qu'il y a une stratégie de communication sociale? Les partis politiques vont dire quoi? Suivez ce que dit le gouvernement. Bon. Mais est-ce que les animateurs de ces partis aussi sont convaincus? Est-ce qu'ils se sont vaccinés? Moi, j'étais surpris que c'est à l'arrivée de Johnson & Johnson que beaucoup se sont vaccinés. Ça veut dire que malgré la communication qui est faite depuis février, où on a recherché les premiers vaccins, depuis l'exemple qui est donné, depuis avril, pratiquement, où ça a été généralisé à moins de 18 ans, j'ai trouvé bizarre que ce soit en août, que certaines autorités se soient vaccinées. Ça veut dire quoi? Est-ce que les partis dont vous parlez, est-ce que leurs animateurs sont tous convaincus de la vaccination? Est-ce qu'il n'y en a pas qui médisent donc de l'existence réelle du mal? C'est là le problème en fait. Donc, à mon avis, je pense que nous avons passé une première étape de la gestion média, de la gestion communicationnelle. Je pense qu'il faut passer à une autre étape. C'est bon, la généralisation du vaccin. C'est bon, moi, j'ai pas. Ceux qui prennent les décisions sont à un niveau élevé et ils font ce qu'ils doivent faire. Mais après,
Je pense qu'il y a d'autres choses qu'il faut compléter nécessairement pour que ça puisse passer. Sinon, ce qui est fait aujourd'hui en termes institutionnels, je pense que c'est largement suffisant. Mais je pense qu'il faudrait commencer par mettre en place une stratégie de communication de masse qui empêche des bureaucrates de rester là et d'attendre simplement que l'autorisation vienne systématiquement du ministre. À partir du moment où un protocole existe, ils n'ont qu'à suivre le protocole. Oui, voilà. Aujourd'hui, on a eu 2000 personnes. Et contre hier, on avait 200. Voilà. C'est tout, c'est les informations que les gens veulent. C'est l'information que les gens veulent. Et ça pourrait inciter d'autres personnes à y aller. Des images d'enterrement circulent sur les réseaux sociaux. Mais au même moment, les gens refusent que les médias aillent filmer. Et pas les gens qui enterrent, mais quelques tombes, l'évolution des tombes. Et on dit, bon voilà, il faut l'autorisation du maire, il faut l'autorisation de ici. Mais tout ça inhibe la volonté parfois de... Après, ils m'ont dit, là, les médias ne font pas leur travail. Je pense qu'il ne faut pas que ces actions ternissent. Ces actions ternissent le travail qui est fait. Il y a également... Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faudrait vraiment que nous puissions... Que toutes les forces se mobilisent pour combattre. Parce que c'est une guerre, on le dit toujours, contre un virus que personne ne voit. Donc c'est une guerre cynique, c'est une guerre vraiment, comment on l'appelle? En tout cas dangereuse, quand même. Suffisamment dangereuse, c'est subtil, cynique. Silencieuse. Voilà. Et donc, il faut une mobilisation de tous, et une convergence d'action, une synergie pour combattre jusqu'en bas. Parce que, même aujourd'hui, moi j'ai circulé, les gens vont fêter. Il y a toujours eu des regroupements. Malgré l'interdiction. Donc les gens ils vont rentrer dans la foule demain. Les gens ils vont reprendre le boulot demain. Et voilà, ils vont distiller ce qu'ils ont partagé, ils ont pris ailleurs. Et ainsi de suite. Alors donc, je pense qu'il faut plus. Il faut un peu plus. Il faut un peu plus. Un peu plus. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à ETL, consultant médias et communication, par ailleurs expert en gouvernance. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre décryptage. Agréable suite de soirée sur nos antennes. Et bien évidemment, après, nous vous allez suivre votre émission avec Dasugyo. Bonne suite de programme.